Donc, je vais vous parler de la prise en charge infirmière des patients sous ventilation mécanique invasive, surveillance, bonne pratique et expertise, comment faire la différence. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, le rôle de l'idée au-delà des alarmes, donc quand on arrive en réanimation, généralement, enfin en tout cas moi c'était mon cas, ce qu'on appréhende le plus c'est le ventilateur, c'est une machine qui sonne, qui fait du bruit et en plus ça nous délivre des messages qu'on ne comprend pas forcément au début. Et du coup, pour pouvoir être expert dans ce domaine, il faut avoir des connaissances théoriques indispensables sur la physiologie de la ventilation, la physiologie cardiovasculaire, les différentes pathologies, la technologie avec les différents respirateurs et les différents modes ventilatoires et ses complications immédiates et tardives. Donc surveiller un patient ventilé, c'est d'abord surveiller un patient dans sa globalité. Donc quand on est au chevet de notre patient, il faut savoir pourquoi il a été intubé et du coup son terrain et ses comorbidités. Si on prend l'exemple d'un patient qui est BPCO par exemple, il va avoir des risques directement liés à sa pathologie. Donc on sait que le sevrage ventilatoire va être plus difficile. Les objectifs, ça ne va pas être les mêmes que pour un autre patient. On va avoir des objectifs de SPO2 entre 88 et 92%, un temps expiratoire qui sera potentiellement plus long. Et tout ça, ça va directement influer sur son devenir. Donc, dans un premier temps, on va analyser la prescription médicale. Donc, ce qui est prescrit, ça va être les objectifs, le mode de ventilation, les réglages et paramètres du mode, les différentes alarmes, l'humidification comme on a vu, les instillations ou les traitements adjuvants comme le NO par exemple. Et donc ça, c'est le logiciel avec lequel on travaille à Cochin. Donc les items en blanc, c'est ce que le prescripteur remplit. Donc on va revenir dessus. Et en fait, ce qu'on voit en haut, si ça va, on voit bien. On a un rappel du VT cible, donc qui est calculé en fonction de la taille, donc du poids théorique du patient. Et à droite, on a les rappels biologiques du patient avec la PaO2, la PaCO2, et tout ça, ça permet au prescripteur de vraiment adapter sa prescription à l'état actuel du patient. Donc, quel que soit le mode de ventilation, ce qui est prescrit, c'est la FiO2 qu'on va adapter ensuite avec ses objectifs de saturation, la PEP, donc la pression expiratoire positive, les différentes alarmes évidemment. Quand le patient est en volume contrôlé, ce qui va être réglé, ça va être le volume courant, donc qui est le volume insufflé à chaque cycle, le débit inspiratoire qui est généralement à 60 litres minute. La fréquence respiratoire, c'est un mode contrôlé, donc du coup, elle est réglée. Le I sur E, donc c'est le temps inspiratoire sur le temps expiratoire. En physiologie, on est à un temps inspiratoire pour 2 temps expiratoires. Et pour certains patients qui ont des pathologies respiratoires, par exemple, ça peut être à 1 sur 2, voire 1 sur 3. Sachant que maintenant, sur les ventilateurs, c'est réglé en secondes. Et du coup, c'est le temps inspiratoire qui est réglé en secondes. Et le temps expiratoire est automatiquement calculé avec la fréquence respiratoire. En pression contrôlée, donc c'est un mode qu'on utilise moins en France, je crois. Donc du coup, ce qui va être réglé, c'est la pression inspiratoire, la pente, donc qui est la vitesse de pressurisation des voies aériennes, la fréquence respiratoire et le I sur E, pareil, c'est un mode contrôlé. Et en VSA, donc en ventilation spontanée avec aide inspiratoire, ce qui est réglé, c'est la pression d'aide, donc qui est au-dessus de la PEP et du coup qui va apporter de l'aide au patient, on va dire, et du coup on va l'adapter en fonction de la fréquence respiratoire et du volume courant du patient. La pente, je l'ai détaillée. Le trigger, qui est le trigger inspiratoire, ça va être le seuil de déclenchement pour indiquer au ventilateur d'ouvrir sa valve inspiratoire pour se synchroniser avec l'effort inspiratoire du patient. Le cyclage, donc, qui s'appelle aussi le trigger expiratoire, qui du coup va être calculé par rapport au débit. Donc dès que le débit décélère de 25%, ça va être le signal pour le ventilateur de débuter la phase expiratoire. Et la ventilation d'apnée, donc il faut vraiment faire attention quand le patient est en VS, de regarder si la ventilation d'apnée est bien remplie. Parce qu'en fait, ça va être des paramètres par défaut pré-remplis sur le ventilateur et du coup, il faut que ce soit adapté à sa taille, son poids et ses problèmes respiratoires. Donc la surveillance du patient en général, donc on va vérifier quand on arrive dans la chambre de notre patient le ballonnet après aspiration buccale. Pourquoi ? Parce que si jamais il se dégonfle par inadvertance, du coup ça va limiter le risque de micro-inhalation et on ne le gonfle pas à plus de 30 cm d'eau pour limiter le risque d'escarre laryngée. La fixation et le repère du cordon de la sonde d'intubation, la fixation évidemment parce qu'on va le mobiliser, on peut potentiellement l'envoyer en examen donc pour éviter un drame. Et le repère du cordon de la sonde d'intubation pour éviter une intubation sélective. La présence d'une humidification, donc j'avais prévu de dire la même chose, on fait attention quand on envoie son patient en examen, l'humidificateur chauffant sonne, on l'éteint, par contre il ne sonne pas pour qu'on le rallume, donc il faut vraiment avoir le réflexe de quand on relance notre respirateur de rallumer l'humidificateur chauffant, il y a un gros risque de bouchon, donc il faut vraiment veiller à ça. La position du patient en proclive à 45 degrés, les soins de bouche avec de la chlorhexidine à 0,12% par 4 heures qui limiterait le risque de PAVM et les aspirations endotrachéales par 8 heures minimum pour limiter le risque de bouchon. Évidemment, si le patient est hypersécrétant, on le fait au besoin.
Donc je disais qu'il fallait adapter sa surveillance par rapport aux différentes pathologies et donc surtout aux causes d'intubation. Donc là, si on prend l'exemple d'un patient qui est intubé pour une cause circulatoire, on va surveiller, pour surveiller l'efficacité clinique de sa ventilation, la diminution des signes d'hypoperfusion périphérique. Et au niveau paraclinique, mis à part le rapport PaO2 sur FiO2 et la PaCO2 qu'on va surveiller chez tous les patients ventilés, on va aussi surveiller une diminution du lactate et des doses de catécholamine. Donc pour vraiment être acteur et vraiment comprendre et monitorer, enfin comprendre ce qu'on fait avec la ventilation mécanique, il faut absolument qu'on sache les principales caractéristiques des différents modes de ventilation, il faut connaître le concept de ventilation protectrice, il faut savoir interpréter les courbes du respirateur, prévenir les complications évitables de la ventilation et gérer le sevrage. Donc on va commencer par les différents modes de ventilation. Donc là, c'est les modes qui sont les plus connus. Je ne sais pas si VPCVG et VCRP, ça parle à tout le monde. Donc on va commencer par là. Donc on peut considérer ça comme un mode mixte. En fait, ça va être le médecin va remplir un volume et des pressions maximum. Et du coup, le ventilateur va faire en sorte de se rapprocher le plus possible de ces deux paramètres. Ça reste un mode contrôlé, du coup, la fréquence respiratoire est fixe. Par contre, on va surveiller les pressions dans un premier temps et les volumes. Pour un patient qui est en volume contrôlé, le volume courant, du coup, il est fixe et les pressions sont variables, donc c'est ce qu'on va surveiller. Et du coup, pour comparer avec quand le patient est en pression contrôlée, ça va être l'inverse, c'est les pressions qui vont être fixes. Donc par exemple, quand on est en volume contrôlé, ce qu'on utilise le plus en France, un patient qui est par exemple en VAC, pour nous signaler qu'il a des sécrétions dans la sonde, on va voir que les pécrètes sonnent hautes, sauf que si le patient est en pression contrôlée, vu que c'est stable, ça ne va pas sonner. Et donc du coup, ça va se traduire sur ce mode ventilatoire par une baisse du volume courant, et c'est pour ça qu'on va surveiller les volumes. Et quand le patient est en VSAID, du coup, les pressions sont fixes parce que c'est la pression d'aide. Par contre, le volume est variable et la fréquence respiratoire aussi. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut surveiller ces alarmes de fréquence respiratoire et du coup surveiller les volumes. Et un petit point sur le TCO2, je ne sais pas si vous le monitorez dans votre service, mais on a la chance de l'avoir en continu sur les ventilateurs. Et du coup, il faut vraiment faire attention donc, de mesurer le gradient. Donc le gradient, c'est qu'on va prélever le gaz du sang de notre patient, on va regarder le TCO2 en même temps sur le ventilateur. Donc c'est pas parce que notre patient il est à 40 de TCO2 qu'il est à 40 de PaCO2. Par exemple, s'il est à 60 de capnie, on a un gradient de 20, donc il faut vraiment veiller à adapter ses alarmes pour être qu'il soit dans les objectifs de PaCO2. La ventilation protectrice, donc la ventilation mécanique, ça peut induire des lésions graves. Là, on voit un œdème pulmonaire et un pneumothorax. Et tout ça, ça peut être responsable de SDRA. Et le SDRA, il s'associe à une réduction de la proportion de parenchyme ventilable. Du coup, il faut vraiment faire attention à réduire le volume courant et les pressions inspiratoires. Et donc, la première étude qui a été publiée dans le NEJM en 2000, donc ça fait déjà 20 ans, qui a été sur 800 patients et du coup qui compare des patients qui sont ventilés à 12 ml/kg versus 6 ml/kg. Et on voit qu'il y a une baisse de la mortalité pour ceux qui sont ventilés en 6 ml/kg de exactement 9%. Et là, plus récemment, en 2012, ils ont comparé les patients, donc il y a à peine 40% des patients qui sont ventilés à 5,9 ml/kg et quasi 60% qui sont ventilés à plus de 6 ml/kg, donc en moyenne à 7,5. Et on voit que le risque relatif de mortalité, il augmente de façon linéaire avec l'augmentation du volume courant. Donc ça a été les RFE faites par la SRLF en 2019 par rapport au SDRA, et donc on voit que c'est un grade 1+, donc il faut absolument utiliser un faible volume courant autour de 6 ml/kg. Et la deuxième recommandation, c'est une fois que le volume courant est réglé autour de 6 ml/kg, il faut monitorer de façon continue la pression de plateau afin qu'elle soit inférieure à 30 cm d'eau. Donc si elle l'est, tant mieux, mais si elle est au-dessus, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc du coup, ça peut être le signe qu'il y a une diminution de la compliance. Donc la compliance, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la facilité du poumon à se distendre, donc c'est l'élasticité en fait. Et donc du coup, si on a une augmentation de la pression de crête directement liée à l'augmentation de la pression de plateau, c'est un signe de diminution de la compliance. Du coup, ça peut être une aggravation respiratoire, un SDRA, une atelectasie, différentes choses. À l'inverse, on peut avoir une augmentation de la pression de crête avec une pression de plateau qui est identique. Et du coup, là, ça va être un signe de... Donc ça va être une augmentation des résistances, et du coup, ce sera plus un bronchospasme, des sécrétions ou une occlusion de la sonde. Grâce aux différentes courbes de pression, on va pouvoir aussi détecter l'autopep. Donc vous en avez sûrement entendu parler, c'est la PEP intrinsèque.
Et du coup, pour la monitorer, on fait une pause télé-expiratoire, donc en fin d'expiration, et on voit là sur la courbe de pression qu'elle remonte. Et donc c'est soit de façon uniforme quand les alvéoles ont la même autopep, ou de façon hétérogène si jamais elles se vident à différentes vitesses. Et donc on a des facteurs non modifiables qui vont être un patient qui est BPCO ou asthmatique, on ne va pas pouvoir influer là-dessus. Par contre, il y a des facteurs modifiables où on peut jouer sur la fréquence respiratoire, le volume courant, le I sur E ou le diamètre de la sonde. Donc là, on a vu avec la courbe de pression, mais on a aussi la courbe de débit. Donc la courbe de débit, elle nous permet aussi de détecter la présence d'autopep. Donc c'est ce qu'on voit, en fait, c'est une interruption brutale du débit expiratoire par l'insufflation d'un nouveau cycle. C'est ce qu'on voit avec la flèche, où du coup, il n'a pas le temps de revenir à zéro. Et la courbe de débit, elle peut aussi nous permettre d'optimiser le réglage du temps inspiratoire. Donc on voit là que du coup, au début de la phase expiratoire, enfin qui n'est pas du coup arrivé très bas, donc si on prolonge le temps inspiratoire comme ce qui est dans la loupe, et ben ça va augmenter le volume courant tout en gardant les mêmes pressions. Ce qui est important aussi de détecter sur les courbes, ça va être les asynchronies. Il y a quand même 25% des patients qui présentent des asynchronies fréquentes et il y a de nombreuses conséquences. Donc la plus fréquente, c'est les efforts inefficaces. Donc c'est ce qu'on voit avec les courbes rouges. On voit qu'il y a une augmentation du débit, donc que le patient fait un effort mais qui n'est pas récompensé par un cycle. Il y a les doubles déclenchements, donc pareil avec la flèche, on voit que le patient en fait il fait un tel effort de demande que le ventilateur va lui délivrer 2 cycles. Et ce qui est important, c'est de regarder la première courbe, la courbe de débit, on voit qu'il n'y a pas de phase expiratoire. Du coup, le risque principal, c'est le volotraumatisme du coup parce que le volume est doublé voire triplé là. Les autodéclenchements, c'est quand le cycle il est délivré par le ventilateur en l'absence d'effort du patient. Donc ça va être sur le trigger qui va être réglé trop sensiblement et du coup il va délivrer un cycle alors que le patient n'en a pas demandé. Les déclenchements inverses qui sont plus connus sous le terme de reverse triggering, en fait ça va être le diaphragme qui se contracte pendant la phase expiratoire, donc c'est les flèches rouges, et ça peut même mener à déclencher un nouveau cycle inspiratoire, donc c'est la flèche verte. Et il y a aussi le débit inspiratoire inadéquat, donc c'est un effort inspiratoire important du patient qui est dû à un débit inspiratoire insuffisant. Donc chez les patients dyspnéiques douloureux ou en délirium qui vont faire qui vont avoir envie d'avoir beaucoup d'air rapidement, et du coup le débit va être insuffisant, d'où la courbe de pression. Donc pour faire la différence, c'est aussi accélérer le sevrage ventilatoire. Et donc du coup, diminuer la durée de ventilation mécanique, c'est réduire la durée de séjour et la mortalité en réanimation. Donc il faut vraiment faire attention au protocole de sédation. Dans le service où je travaille, on appelle ça un stop sédation quotidien, donc tous les matins, sauf s'il y a des contre-indications évidemment, s'il est curarisé, on ne va peut-être pas le réveiller. On évalue les critères de sevrage ventilatoire plusieurs fois par jour. Donc nous, ça apparaît automatiquement dans notre liste de tâches à 9h et à 14h. S'il répond à tous les critères, on va effectuer une épreuve de sevrage, donc une pièce en T. On fait, nous, avec une pièce en T. Et si jamais tout s'est bien passé, on peut envisager de l'extuber. Et c'est vraiment une approche multidisciplinaire. On est tous concernés. Dès que le patient est intubé, kiné, infirmier, aide-soignant, médecin, il faut vraiment penser à le sevrer le plus vite possible du ventilateur. Donc pour conclure, notre rôle il est primordial dans la prise en charge des patients ventilés. On est les premiers à être au chevet du patient et à arriver d'ailleurs dès que le ventilateur sonne. La ventilation invasive, on doit la surveiller de manière adaptée à chaque patient avec sa pathologie et ses comorbidités. Il faut vraiment comprendre la ventilation mécanique et ses courbes pour pouvoir optimiser la surveillance et la gestion des alarmes. Et petit rappel, le sevrage débute après l'intubation. Merci de votre attention.